Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la situation en France. 14h26. C'est le temps qu'aura duré le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, Premier ministre français. L'information ne vous a pas échappé. À la surprise générale, Lecornu a démissionné ce matin de son poste de Premier ministre après seulement 26 jours à Matignon. Une démission qui a été acceptée par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors on va essayer de comprendre avec vous, messieurs, mais aussi avec nos invités via Skype dans quelques instants, ce qui s'est passé justement en France. Je commence avec vous qui êtes là à ma gauche, monsieur Abdelmalek Belhouchat, bonsoir, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également avec nous autour de la table Faisal Motawi qu'on ne présente plus, rédacteur en chef Al24 News. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Il y a également via Skype, mesdames et messieurs, Pierre Belloc, maire député suppléant PCF LFP. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avec nous depuis Paris et puis depuis Rome. Giuseppe Aconcia, professeur et chercheur en sciences politiques et relations internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Je rappelle également, mesdames et messieurs, qu'en deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par monsieur Youssef Boussoumah, militant et analyste politique qui sera avec nous depuis Paris. Et également depuis Paris, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Amina Kalash, journaliste indépendante. Voilà, donc le décor est planté, mesdames et messieurs. Faisal Matawi, je commence avec vous. On s'y attendait à ce que le gouvernement français ne dure pas? Oui, absolument, parce que la crise n'est pas nouvelle. La crise date déjà depuis plus d'une année, depuis les dernières élections législatives qui ont vu l'émergence de la gauche, la France insoumise. Et il se trouve que cette gauche ne gouverne pas. Et le président Emmanuel Macron a choisi dès le départ de ne pas nommer un gouvernement qui est l'émanation du choix populaire. Ça veut dire qu'on a écrasé le choix populaire, on n'a pas respecté cette volonté et ça donne une succession de crises. Et ça va continuer comme ça jusqu'à l'infini. Parce que quand on ne respecte pas la volonté populaire, contrairement au slogan de la France, qui se présente comme un pays démocratique, parlementaire, qui respecte le choix. Là, c'est une crise, et là, vous l'avez évoqué, Nouhed, c'est le gouvernement le plus court de toute l'histoire politique de l'Europe contemporaine. Oui. On n'a jamais vu un gouvernement rester 14h26, et c'est aussi un record pour les gouvernements, parce que depuis la nomination, plutôt l'élection de Macron en 2017, il y a eu 7 gouvernements, ça veut dire presque un gouvernement par an, ce que j'ai jamais vu aussi. Et c'est aussi le troisième gouvernement au moins d'une année. Donc l'ampleur de la crise est là. C'est une crise institutionnelle parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement. Le président est défié par les partis politiques. Les partis politiques, il y a une grande division entre la gauche et la droite et l'extrême droite. Donc personne n'arrive à s'entendre, les partis n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est pour ça qu'on a vu Sébastien Lecornu dire tout à l'heure que c'est la faute aux partis, ils n'arrivent pas à s'entendre, personne ne veut. Alors que c'est aussi sa faute, parce que Sébastien Lecornu, reconnu comme un ami ou un proche d'Emmanuel Macron, de la Macronie, il a repris le même gouvernement de M. Bayrou. Il a attendu un mois pour reprendre les mêmes. Pourquoi avoir attendu toute cette période? Tout le monde s'attendait à ce qu'il change un peu, qu'il ramène de nouvelles figures, qu'il essaie de rappeler les partis, au moins de nommer des partis des représentants des partis politiques, mais pas du tout, parce qu'on avait Gérald Darmanin revenir au ministère de la Justice, Bruno Retailleau, le très décrié Bruno Retailleau revenir au ministère de l'Intérieur, Rachida Dati qui est poursuivi, qui a des affaires de corruption devant la justice, qui est nommé à la culture. Emmanuel Valls aussi au ministère de l'Outre-mer. Rachida Dati, on ne sait pas où est sa spécialité en matière culturelle, mais c'est une parenthèse. Et c'est normal que les autres partis refusent, y compris les Républicains qui étaient supposés être des alliés. Et d'où cette crise qui est donc aujourd'hui, qui est vraiment l'ampleur de la crise, parce que à cette crise, on reviendra tout à l'heure, Nouhed, il y a une crise économique en France aussi. Oui. C'est pour ça qu'il y a de l'inquiétude du milieu économique. Très bien, alors on va écouter justement Sébastien Lecornu, on en parle juste après. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais il suffirait de peu. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire
en ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais, il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant qui, au fond, est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur, je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Voilà, et pour une réaction depuis Paris, je me tourne vers vous, Monsieur Pierre Belloc. Alors, je rappelle que vous êtes un représentant du bloc de gauche, donc élu PCF-NFP. À quoi doivent s'attendre les Français aujourd'hui après cette démission? On parle justement de dissension profonde au plus haut sommet de l'État. Oui, tout à fait. Alors, à quoi ils doivent s'attendre, je ne sais pas, mais parce que finalement, on pouvait s'y attendre, mais ça reste un coup de tonnerre. Hein. Tout tourne en boucle, les partis sont en train de se réunir. On évoque une possible dissolution dans les jours qui viennent. Et j'ai envie de dire à Monsieur Le Cornu que la première des lignes rouges, c'est son gouvernement qui l'a fixée, puisque il y avait possibilité de réussir à faire un gouvernement, mais jamais, au grand jamais, le président Macron comme Monsieur Le Cornu n'ont ouvert la porte à la possibilité de faire payer les plus riches, parce que le véritable problème que l'on a en France aujourd'hui, ça a été dit, et j'en suis tout à fait d'accord, on est dans une crise économique, qui est une crise politique qui est en train de devenir une crise institutionnelle, mais on a le sentiment d'un gouvernement complètement autiste et d'un président qui n'écoute pas. Il y avait une ligne rouge qui avait été posée et qui pouvait être dépassée, c'était celle de la réforme des retraites. Ici, les Français ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois. Ici, on voit des gens qui sont toujours de plus en plus riches, alors que les Français, eux, souffrent tous les jours d'une politique d'austérité, de devoir faire un effort pour réarmer l'Europe, puis pour aller faire la guerre, alors que pendant ce temps-là, on est tous à découvert à la fin du mois et on est tous en difficulté. Et je crois que les Français peuvent s'attendre à tout. Aujourd'hui, on a une extrême droite qui ne lâchera pas sur, vous savez, le soin aux étrangers. Hein. Ils souhaitent que on ne paye plus les soins pour les étrangers. Vous avez un centre droit qui ne veut pas toucher à l'impôt et surtout à l'impôt des riches. Et vous avez une gauche qui demande qu'on replace le pouvoir d'achat et la question des retraites au centre du débat politique. Donc je ne sais pas comment aujourd'hui Emmanuel Macron a prévu de s'en sortir, mais il y a une question à laquelle il faut répondre, c'est qui doit payer les efforts qui sont demandés aux Français. Ajoutez à cela la condamnation de Nicolas Sarkozy, ça a été dit, les affaires pour les différents ministres. Vous avez là une bombe institutionnelle en passe d'exploser dans les jours qui viennent. Très bien, merci. Giuseppe Aconcia, je me tourne vers vous à présent. Quelles répercussions peut avoir cette crise politique en France sur l'Union européenne ? Oui, il y aura clairement des effets. En fait, là, il y a la possibilité qu'il y ait un espace politique plus fort pour le Rassemblement national. Et on sait très bien que déjà Bardella a dit qu'il n'y a pas de stabilité sans un retour aux élections. Donc, il y a pas mal de gouvernements en Europe qui attendent des élections anticipées, peut-être. Ça peut arriver avec la dissolution du Parlement. On va voir comment ça se passe dans un contexte politique très tendu dans tous les pays européens. Il faut considérer par exemple la croissante mobilisation pour la Palestine, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni, un mouvement très intéressant parce qu'en fait il y a des ouvriers, il y a des étudiants, il y a des activistes politiques qui s'engagent pour demander plus de droits pour les Palestiniens. Donc c'est un contexte très compliqué et spécialement en France, il y a même
la façon dans laquelle Macron a utilisé la question de l'islamophobie avec des buts politiques, en fait. Et donc, tout ça va donner un moment politique très compliqué pour tous les pays européens. On va voir, par exemple, les effets que ça va avoir avec le gouvernement Meloni en Italie ou au Royaume-Uni avec Starmer, la croissante instabilité politique en France. Très bien, merci. Je me tourne à présent vers vous, Abdelmalek Belhouchet. Alors, on le disait tout à l'heure, Faisal Matawi l'a rappelé une fois de plus, Sébastien Lecornu a été le 5e Premier ministre en 3 ans. Donc pour Emmanuel Macron, avec sa démission, est-ce qu'on peut dire que la France aujourd'hui plonge plus profondément dans sa crise institutionnelle et politique? Exactement, la crise politique en France s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de cette crise, un épisode de turbulence, la démission de ce Premier ministre Sébastien Lecornu, qui intervient juste après peut-être 26 jours de sa nomination. C'est une première dans la Ve République. J'ai écouté son discours ce matin, son discours après la démission, essayant peut-être d'expliquer pourquoi il avait démissionné sans évoquer réellement les véritables causes derrière cette démission. Il a voulu coller justement le problème aux partis, aux coalitions politiques qui ne s'entendent pas. Mais il faut expliquer justement le Parlement français... Il disait justement que personne ne voulait faire de concessions. Exactement, il faut expliquer le Parlement français est aujourd'hui divisé en 3 grandes forces politiques. Il y a une gauche très populaire, très proche du peuple, un centre macroniste très affaibli et une droite plutôt extrême droite qui est aujourd'hui en train de jouer sur la nostalgie et sur les divisions. Donc, et justement, le problème c'est que la gauche a une majorité au sein du Parlement. Le centre macroniste et la droite ou l'extrême droite ne veut pas justement accorder cette majorité à la gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président du Rassemblement national, Bardella, appelle à des élections anticipées, veut justement une dissolution du Parlement, parce qu'ils veulent aujourd'hui avoir une majorité, parce qu'ils savent aujourd'hui que c'est la gauche qui a cette majorité. Bien sûr que cet épisode enfonce la politique française, assombrit et atternit la politique française. N'oublions pas qu'à cela s'ajoute la récente condamnation de Nicolas Sarkozy. Condamnation à 5 ans de prison. Une première aussi dans la Ve République. Donc, évidemment, oui, la politique française s'assombrit de jour en jour. Oui, ce que disait tout à l'heure Noël par rapport à l'Union européenne, la France est maintenant le pays le plus affaibli au sein de l'Union européenne, qu'il soit 5e ou 6e puissance économique au monde, membre permanent du Conseil de sécurité. C'est une crise qui a été voulue parce qu'on n'a pas respecté le choix du peuple. C'est très simple. On va parler d'une manière très simple. Parce que si le choix du peuple a été choisi, vous l'avez dit, lors des élections législatives de juin 2024 et qu'on avait laissé la gauche gouverner le pays, peut-être que la France aurait été dans une autre situation. Les cohabitations entre droite et gauche ont eu lieu déjà dans l'histoire de la France, notamment la France contemporaine. Ça veut dire que l'erreur, à mon avis, c'est l'erreur commise par le président Macron avec la dissolution du Parlement, parce qu'il pensait à l'époque, il avait fait un mauvais calcul, servi par des sondages bidons, parce que tous les sondages avaient prévu à l'époque, rappelez-vous, Abdelmalek, la victoire de l'extrême droite, c'était finalement la gauche, la France insoumise qui a gagné. Donc, et donc, ce calcul qui a été fait à l'époque a conduit à cette succession de crises. Moi, je pense que Sébastien Lecornu, qui est proche, il a rappelé son pédigré, son histoire avec la politique, bien qu'il ne soit pas vraiment un grand homme politique, il était ministre des Armées, pas plus, proche de Macron. Du président Macron. Il a fait preuve d'amateurisme, en laissant traîner les choses pendant 1 mois et en choisissant un gouvernement pour en conduire le même. Qui a été vomi aussi Absolument, parce que l'une des raisons du départ de Bayrou et de Barnier, c'était justement le choix des hommes de son gouvernement. Le choix des hommes. Bruno Retailleau, pour rappeler, vous le savez, on l'a souvent dit ici, a mené la guerre contre notre pays, contre l'Algérie. Exactement, vous allez en parler, oui. Au lieu de s'occuper des problèmes internes, au lieu de s'occuper c'est l'objectif du ministère de l'Intérieur. Absolument, au lieu de s'occuper des problèmes de narcotrafiquants. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Absolument. Narcotrafiquants qui tirent maintenant, qui utilisent les armes contre les policiers en France, il parlait uniquement de l'Algérie, des EQTF, des migrants, etc. Et ça a aggravé encore une fois, Abdelmalek, la crise de confiance, parce qu'il y a aujourd'hui une grave crise de confiance entre la population française et la classe politique, notamment l'extrême droite. C'est vrai que l'extrême droite pense, c'est pour ça que Jordan Bardella part d'élections anticipées, il part d'élections présidentielles ou législatives. Parce que présidentielle, je ne sais pas s'ils ont des chances. Non, alors Bardella, il appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est Mélenchon qui demande à ce que, oui, c'est Macron... c'est Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à la dissolution. L'appel n'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'ils font cet appel parce qu'il y a un article de la
Constitution française qui le permet, l'article 68. Bien sûr. Mais Jordan Bardella pense que l'extrême droite peut gagner les élections législatives. Ça veut dire qu'ils Ils ont espoir. Ils ont espoir, comme toujours c'était en espoir. 2024. C'est vrai que durant une année, si on fait le calcul des médias, le jeu, compris les jeux des médias Bolloré, de Vincent Bolloré, l'homme politique proche de l'extrême Bien droite. sûr, les chaînes d'extrême droite, bien sûr, On a servi la ils ont soupe. commencé à faire campagne dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, parce qu'eux, ils rêvent d'avoir un président d'extrême droite avec une majorité parlementaire d'extrême droite. C'est dans leur rêve. Ça n'arrivera jamais. À mon avis, ça n'arrivera jamais. Mais l'extrême droite, effectivement, elle joue sur la crise. Elle est en train d'aggraver la crise. Exactement. Pour essayer de tirer les marrons du feu. Exactement. Bello-Châtel. Et c'est bien, vous avez cité le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'acharne sur l'Algérie. Mais moi, je comprends aujourd'hui la frustration de Bruno Retailleau quand on voit que l'Algérie vit une stabilité politique et gouvernementale. Il n'y a plus rien À à dire. l'inverse, justement. Une stabilité C'est-à-dire, qui nous est enviée par beaucoup. bien sûr, une exactement. situation voilà, qui contraste avec la situation française. Je comprends aujourd'hui les frustrations des groupes extrémistes en France. Il n'a plus de tribune à utiliser pour attaquer parce qu'il pensait faire une campagne électorale pour sa propre. Exactement, il est parce candidat qu'il- pour 2027. Absolument, il se bat candidat et il pense qu'en attaquant l'Algérie, en attaquant les migrants, en orientant le débat sur la sécurité. Il a des migrants, d'autres ambitions, absolument, exactement. d'autres ambitions, mais maintenant il y a une crise. Comment son parti, parce que c'est un parti politique de droite, et c'est lui qui a retiré la confiance à le cours, lui. C'est à cause des Républicains qu'il y a aujourd'hui démission du gouvernement. Comment ils vont gérer la crise? C'est une grande question. Eh bien justement, on va essayer de poser la question à Monsieur Pierre Belloc. Les Français attendent un signe de la part d'Emmanuel Macron, donc président français. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que prendra-t-il la parole, Emmanuel Macron, Monsieur Pierre Belloc? Est-ce qu'on peut s'attendre à une prise de parole d'ici ce soir, peut-être avant le 20h? Ah bah nous, ici, on attend effectivement, soit ce soir, soit demain, une réaction du président de la République. Parce que je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un coup de tonnerre. Il faut absolument que les Français ils sachent qu'est-ce qui se passe, parce que c'est quand même étonnant un Premier ministre qui nomme un gouvernement le soir et puis qui le lendemain démissionne. Il s'est passé quelque chose voilà, qui est extrêmement curieuse pendant cette nuit. J'ai envie d'un peu de réfléchir. Il y a une grande inquiétude. Il y a une grande inquiétude en France parce qu'effectivement, le choix du peuple n'est pas respecté. Oui. Et il est étonnant de voir que ces gouvernements qui passent les uns après les autres, à aucun moment prennent le résultat des élections et se disent il faut quand même que les Français aient une politique qui corresponde à leur choix. Et ça a été très bien dit, la politique française est très polarisée avec ces trois groupes importants. Avec une gauche qui est en tête. Faut pas négliger qu'on a des élections municipales au mois de mars prochain. Et donc, ça peut aussi créer des dissensions entre les forces, notamment de gauche. Et que derrière tout ça, une dissolution en France pourrait amener à l'extrême droite. L'extrême droite est très agressive. Pour vous donner un exemple, et j'en arrêterai là, ne serait-ce que la semaine dernière est sorti un journal qui faisait le top 30 des maires collabos, ils appellent ça comme ça. J'ai eu l'insigne honneur et l'insulte en même temps d'être nommé 4e, parce que dès que vous êtes soutien de la Palestine, dès que vous construisez une mosquée, dès que vous faites des choses avec les populations musulmanes, vous êtes en France pointé du doigt, voire attaqué. Et c'est assez déplorable et assez difficile lorsqu'on veut faire respecter le choix du peuple en France aujourd'hui. Très bien. Alors, une partie de l'opposition demande justement la démission, la destitution d'Emmanuel Macron. Vers quelle option vous penchez, vous, Pierre Belloc? Est-ce que vous pensez à une démission d'Emmanuel Macron, à une destitution, ou peut-être à une dissolution de l'Assemblée? Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai peur qu'une dissolution nous amène à l'extrême droite au pouvoir. Il faut quand même être assez lucide sur cette réalité. On a une extrême droite qui progresse sur les échecs de la droite et du centre. Je pense qu'une démission de M. Macron serait la meilleure des solutions parce qu'elle permettrait de replacer toutes les questions institutionnelles au centre du débat politique. C'est M. Macron qui continue à s'acharner à ne pas vouloir s'attaquer à ses amis les plus riches et à faire peser sur l'ensemble des Français ses choix économiques et guerriers, parce que n'oublions pas qu'il est demandé à la France de faire 5 milliards de dépenses supplémentaires pour armer, alors que derrière on nous demande de renoncer à la retraite, à la sécu, il y a tellement de choses.
Et je peux vous dire que sur le terrain, c'est très très difficile à vivre et de plus en plus, tout le monde est touché, personne n'y échappe. Très bien, merci Pierre Belloc. Je reviens vers vous, Giuseppe Acconcia. Quel pourrait être l'impact de cette crise française sur l'échiquier international et diplomatique européen, notamment à la lumière de la montée en intensité de la guerre en Ukraine? Oui, tout à fait. En fait, ça démontre une crise plus générale de la démocratie et de la représentativité de la démocratie. En France, en fait, il y a tous ces débats sur les vos sanctions, sur le barrage républicain. Et toutes les fois qu'on parle de ça, de barrage républicain, de vos sanctions, on va arriver à un manque de représentation par les politiciens qui sont dans le Parlement. Et ça, c'est un trait en commun avec tous les pays européens. En fait, après, il y a la question de la crise économique qui est pas mal causée par les guerres et tout, l'instabilité géopolitique, inclus l'Ukraine que vous nommez avant. Et là, il faut toujours se souvenir que le Premier ministre il devait approuver un budget et maintenant, avant, il avait ce problème-là aussi. Et tout ça, ça ancre aussi dans la question de la corruption généralisée. En France, on a parlé de la condamnation de Sarkozy à 5 ans pour les fonds qui étaient demandés par la Libye. Donc, il y a une crise plus générale de la démocratie, des institutions démocratiques, des institutions économiques et un manque de changement. Et ça, c'est très important par rapport pas juste à la France, mais même aux autres pays européens. En fait, le Premier ministre, il est tombé sur le fait qu'il n'a pas donné un gouvernement qui a changé beaucoup par rapport au gouvernement de Bayrou ou de Barnier. En fait, il y avait le ministre de l'économie qui c'était l'ancien ministre de l'industrie. Et Bruno Le Maire, avant, était dans le gouvernement comme ministre de la Défense. Donc, un manque de changement, un manque d'une façon de changer la politique, et ça donne la crise de la démocratie en Europe. Très bien, merci. Giuseppe Acconcia, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Il est 15h30, heure algérienne. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Al24 News. On poursuit cette édition spéciale destinée à donc la situation politique actuelle en France. Et je reste avec vous, Giuseppe Acconcia. Vous évoquiez il y a quelques instants la répercussion de la crise en France sur l'Union européenne, en Europe. Moi, je voudrais à présent parler du rapprochement entre l'Algérie et l'Italie, un rapprochement qui a entraîné un froid entre Paris et Rome. On rappelle que suite à la visite de notre président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Rome, l'ambassadeur italien à Paris a été convoqué donc par le ministre des Affaires étrangères français. Paris, aujourd'hui, dans sa politique anti-algérienne, finit par se retrouver isolée. Elle perd sa boussole diplomatique, Paris, aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, un des moments plus importants du gouvernement Meloni était l'approbation du plan Mattei et la vision à travers laquelle l'Algérie est devenue un des plus importants partenaires économiques et commerciaux de l'Italie, parce que l'Italie considère l'Algérie très importante dans différents domaines. Par exemple, la stabilité de la Libye, ça passe à travers la diplomatie et la médiation tunisienne et algérienne. Donc, l'Italie a une relation privilégiée avec l'Algérie. C'est vrai, comme vous avez remarqué, que ça a changé beaucoup par rapport à la position de la France et du gouvernement français, qui a toujours essayé de jouer dans les deux cadres. Par exemple, par rapport à la Libye, a soutenu le gouvernement de Tripoli et le gouvernement de Haftar. Et ça a amené à des crises diplomatiques et des problèmes même avec les institutions politiques de l'Afrique du Nord. Donc, il faut voir avant, après, avec le passé du temps et le gouvernement Meloni, si le plan Mattei, ça va aboutir dans quelque chose de plus intéressant. Et ce moment-là est encore en train d'être mis en place. Mais en fait, ça a changé beaucoup par rapport aux relations bilatérales dans la Méditerranée et dans les relations avec l'Afrique du Nord. Très bien, merci. Giuseppe Acconcia, Faisal Mataoui, la démission de Sébastien Lecornu, finalement, elle cache mal les dissensions au sein du gouvernement français, un gouvernement qui est finalement à la botte de Bruno Retailleau. Des milieux proches de l'extrême droite et des milieux sionistes aussi. Parce que Bruno Retailleau est proche des milieux sionistes parce que, figurez-vous, Nouhad Khadem, l'extrême droite française, historiquement antisémite, a découvert des amours avec Israël, un État génocidaire qui a assassiné plus de 65 000
innocents à Gaza, qui continuent de bombarder, qui méprisent le droit international, qui ne respectent aucune norme. Bruno Retailleau, Jordan Bardella est parti à l'antidécisioniste, il a été bien reçu, etc. Et donc cette extrême droite pense, comme disait M. Bloch, avoir trouvé le pacte historique, le pacte du diable avec les milieux sionistes pour s'emparer des institutions françaises. Parce que l'extrême droite joue aussi un rôle nocif dans la crise politique actuelle. Et je voulais ouvrir seulement une petite parenthèse nouvelle par rapport à l'Italie et la France. Et c'est vrai que, curieusement, on a vu des débats dans les médias de Vincent Bolloré, encore une fois. Parce qu'il y a une pensée unique. Il y a une pensée unique qui s'est installée dans les médias français de Vincent Bolloré et même des autres hommes d'affaires. Parce qu'il se trouve que les Français découvrent maintenant, une partie au moins des Français sensés découvrent que leurs médias, en grande partie, sont détenus par quelques poignées d'hommes d'affaires, la plupart proches des milieux sionistes. Et donc, dans ces médias, on a fait une guerre, on s'est moqué de Mme Meloni, on a critiqué la politique. Comment un pays hostile, à travers ces médias, critiquer la politique extérieure d'autres pays? Ils sont attaqués à un pays voisin et à un pays qui a donc une relation historique avec la France, l'Italie, et également un autre pays qui est l'Algérie. Pourquoi vous reprochez à l'Algérie et l'Italie d'avoir des bonnes relations? Parce que l'Algérie, elle a une excellente relation avec l'Italie, elle a une excellente relation avec l'Espagne. Elle veut diversifier ses partenaires. Absolument. L'Algérie veut diversifier ses partenaires. Le président Abdelmajid Tebboune ira en Allemagne bientôt. Il est parti en Slovénie. Il a visité la Chine. Il a visité l'Égypte. Il a visité l'Arabie Saoudite. Il a visité le Qatar. C'est un État souverain qui peut établir des relations avec qui il veut, avec ses partenaires. L'Algérie diversifie ses partenaires sur le plan économique, politique et diplomatique. Donc, et énergétique également. Absolument. Parce qu'il y a une partie politique de ces nostalgiques qui sont toujours là, qui pensent que l'Algérie reste une petite colonie française. L'Algérie n'est pas une colonie française. L'Algérie est un pays souverain qui s'est débarrassé du colonialisme français. Et l'Algérie est maintenant la locomotive de la lutte contre la pensée coloniale en Afrique et dans le reste du monde. C'est-à-dire, au lieu de parler de leur crise, ces médias et ces partis politiques. S'obstinent sur l'Algérie. Je parle des partis de la droite. À mon avis, il y a plus de droite en France, parce que les Républicains, on peut déjà les ranger avec l'extrême droite. Je ne vois pas franchement. J'ai dit au début. Absolument, vous avez raison. Voire extrême droite. Je ne vois pas, on parlera de droite dure, mais pour moi, c'est l'extrême droite. Parce qu'il y a droite radicale. Ils sont d'accord sur tout. Et même le Parti socialiste au milieu, qui parfois penche vers la droite, parfois il est avec la gauche, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il a beaucoup perdu. C'est plus le Parti socialiste des années 70, des années 80. Donc cette classe politique, au lieu d'essayer de trouver des solutions aux problèmes économiques, parce que nos invités ont évoqué ce problème. Il y a un problème avec la retraite, il y a un problème avec les entreprises, il y a le CAC 40 par exemple qui s'inquiétait. Tout à l'heure, il y a le MEDEF qui est l'organisation patronale française qui parle d'un pays qui chemine vers le chaos. Le chaos, ça a été utilisé, rappelez-vous, par François Bayrou, parce qu'il pensait qu'aussi on ne votait pas pour son gouvernement au Parlement. Ça serait le chaos assuré. Mais le chaos, je pense qu'on se rapproche, parce que si ça continue comme ça, la solution, à mon avis, serait peut-être que Macron quitte l'Élysée. Quitte le gouvernement, parce que quitte le pouvoir, parce que s'il ne parle pas, ça sera toujours lui l'origine de la crise. L'origine va se reproduire à l'infini. Donc ça sera au choix peut-être aux Français de décider comment ils vont faire. Parce que globalement, si on peut résumer, c'est la mort de la Ve République. En tout cas, Emmanuel Macron, que tout le monde attend d'entendre, Emmanuel Macron qui ne s'est toujours pas exprimé. Abdelmalek Belhouchet, on a assez parlé de la droite, on va parler de la gauche à présent. On va parler de quelque chose qui nous unit avec cette gauche, si on veut, c'est notre soutien à la Palestine. Exactement. Le soutien à la Palestine, la gauche qui arrive à mobiliser autour de la cause palestinienne, cette cause palestinienne qui n'a jamais été aussi présente en Europe. On rappelle les nombreuses manifestations dans les différentes capitales européennes, notamment ces derniers temps avec la reconnaissance de l'État palestinien. Exactement, mais après quoi, il faut tout de même le rappeler, après un génocide qui a duré maintenant... Et qui dure encore. Et qui dure encore, et toujours depuis 48, il faut dire, hein, pas depuis 2023, depuis 48. Demain, c'est le deuxième anniversaire. C'est le deuxième anniversaire. Si on parle d'anniversaire. Hein. Exactement. Alors, c'est donc demain... 7 octobre. Exactement. Demain, ça sera deuxième année que le 7 octobre aurait commencé. Donc après justement tout ce génocide qui continue encore, des capitales européennes ont soulevé haut et fort le drapeau palestinien. C'est bien, il faut reconnaître cette chose comme étant une chose bien, et il faut justement accorder cette chose à la gauche politique européenne qui a milité, qui milite encore justement pour cette cause palestinienne, une cause humaine et humaniste. Il faudrait aussi rappeler aussi que la gauche en France est une gauche majoritaire.
c'est un choix populaire, c'est le choix du peuple qui n'a pas été respecté. C'est ce qui explique justement cette crise politique en France. Donc nous avons d'une part une gauche populaire et d'une autre part une Macronie centraliste qui défend et qui veut enrichir les riches déjà. Oui. C'est ça le problème. C'est pour ça que depuis le 15 septembre en France, il y a des manifestations. Depuis le 15 septembre et depuis l'année dernière même, il y a des manifestations en France et ça bouge en France. Il y a une colère populaire en France qui a vomi justement ce gouvernement macroniste et qui a vomi justement les tentations et les magouilles de l'extrême droite justement qui veulent diviser les coalitions politiques et le peuple français aujourd'hui. Vous avez vu que, par exemple, lorsque le président Macron a décidé tardivement de reconnaître l'existence de l'État palestinien, la levée de bouclier des médias de la droite, de l'extrême droite, y compris de la gauche, du parti de la gauche, pas toute la gauche, bien sûr, parce que la France insoumise a toujours défendu les droits des Palestiniens de disposer de leurs terres et dénoncer le génocide israélien. Et la France insoumise, par la voix de Mme Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire, a demandé même l'expulsion de l'ambassadeur de l'entité sioniste à Paris, qui est invité dans tous les plateaux et qui se permet de critiquer même le président Macron dans ses choix politiques. Plus de 145 pays ont reconnu la Palestine et malgré ça, on a ressorti les casseroles des années 30 parce qu'on a ramené des anciens militants de juifs sionistes qui nous rappellent qu'il y avait les années 30, qu'il y avait le nazisme, etc. Ce n'étaient ni les Arabes ni les musulmans qui étaient à l'origine de ce drame, parce que c'était un drame. Il se trouve que c'était des extrémistes allemands. Allemands, etc. Chrétiens, blancs chrétiens. Et c'est aujourd'hui les mêmes juifs qui ont souffert de ça, qui sont en train de reconduire les mêmes pratiques du nazisme à Gaza. Et il y a une partie à Gaza contre le peuple palestinien et les civils palestiniens. Et il se trouve qu'une partie de la classe politique française, non, on n'a jamais vu ça. Elle est en train d'essayer de porter en touche, de critiquer. Et parfois, quand il n'y a plus de débat, quand ils sont acculés à dire qu'il y a le droit international qui doit être respecté, parce que la France, il se trouve qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'à ce titre, elle est censée respecter la légitimité et le droit international. Mais la France n'a même pas respecté la légitimité du peuple sahraoui. Absolument, pour le peuple sahraoui, l'autodétermination, la commission 4 de l'ONU qui évoque ça. C'est une cause de décolonisation. Moi, je pense, si vous permettez, Noël, c'est que la crise de la française actuellement, ce qui se passe à Gaza, a démontré l'ampleur de l'hypocrisie occidentale. Exactement. Par rapport au droit international, par rapport au respect du droit, parce qu'on nous donne des leçons en matière de droits de l'homme. On dit le droit de respecter des minorités religieuses, le droit de ceci et cela, mais lorsqu'il s'agit de défendre le droit d'un peuple, le peuple sahraoui, le peuple palestinien, non, et ils sont en train de chercher ailleurs. Et cette hypocrisie ne peut plus durer, parce que le monde aujourd'hui, vous avez parlé Abdelmalek des manifestations, on a vu des manifestations grandioses dans un pays comme les Pays-Bas, au Danemark, en Italie, il y a une grève générale, il y a une grève en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, un peu partout. Il y a une révolte en Occident. Le monde, l'opinion publique populaire, le monde occidental vit une révolte réelle, oui. Absolument, a découvert l'ampleur de ce monde occidental hypocrite. Pierre Belloc, le monde occidental est hypocrite, comme vient de le dire Faisal Matawi, notamment lorsqu'on parle de la mobilisation pour la Palestine, vous le disiez il y a quelques instants. Oui, moi je partage le fait que, en tout cas, on nous avait vendu depuis des années le monde libre, le monde du droit, etc. Et que finalement, on se rend compte, au regard de ce qui se passe en Palestine, que si vous êtes d'un côté de la rivière ou d'un autre, vous n'êtes pas jugé de la même façon. Et ça, c'est absolument insupportable pour l'ensemble de la population. C'est, je crois, quelque chose qui a ouvert les yeux à beaucoup de monde. Et la crise palestinienne et les massacres qui se passent là-bas dans un silence assourdissant du gouvernement français, parce que je tiens à dire, en Europe, ça bouge beaucoup. En France, c'est beaucoup plus difficile. Alors que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et je veux ajouter à ce qui a été dit, dans la Constitution française, il est inscrit que nous devons nous soumettre au droit international. Et malgré cela, on sent que c'est très, très difficile. Moi, je suis un militant de la Palestine dans ma ville régulièrement. On est condamné, on est attaqué, c'est difficile en France de militer pour la Palestine, alors qu'on a l'impression qu'en Espagne ou même en Italie, on a toute une société qui se mobilise pour le droit international. Et sincèrement, c'était aussi à l'origine de cette crise politique et institutionnelle. Et juste pour rebondir à ce qu'on se disait juste avant, on ne répond pas à une crise politique par des magouilles politiciennes. C'est une crise aujourd'hui qui est institutionnelle, et c'est pour ça qu'il est important que le président prenne ses responsabilités. Et je vois vos images là, sachez, je pense,
et ne pas trahir la réalité du contexte ici pour participer à beaucoup de manifestations, etc., Oui. qu'il n'y aurait pas la police en France, le gouvernement aurait bien du mal à se maintenir au pouvoir. Donc on est vraiment dans un État qui aujourd'hui a fait des choix très autoritaires et un peuple qui souffre de ces choix. Très bien. Et Bruno Retailleau, selon vous, est aujourd'hui le symbole de l'islamophobie, du racisme, de l'apologie du génocide? Bien sûr, Bruno Retailleau est le symbole de cette droite qui est devenue l'extrême droite. Nous, moi je suis issu d'une tradition de gauche où on pouvait travailler par exemple avec les gaullistes et on a toujours réussi à construire des positions communes pour gouverner le pays. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'en fait, la droite veut gouverner avec l'extrême droite. Et donc, on a un refus catégorique de laisser la place à la gauche qui, comme ça a été dit, a été majoritaire pourtant lors des dernières échéances électorales. Très bien. Je me tourne à présent vers vous, Abdelmalek Belhouchet. Vous pensez qu'aujourd'hui, la Ve République est au bord de l'effondrement? Au bord de l'effondrement, ça c'est sûr. En à peine 2 semaines, nous avons 2 premières dans cette Ve République. Un ministre qui n'a pas tenu 26 jours, c'est une première. Un Premier ministre, pardon, pas ministre, un premier, j'oublie toujours de le dire. Et un président de la Ve République qui va être incarcéré très bientôt. Donc ça, c'est aussi une première aussi de cette Ve République. Ajoutez à cela aussi une instabilité politique. La France est confrontée aujourd'hui à une dérive budgétaire immense, il faut le dire, inquiétante. Et la dette publique ne cesse de croître aussi. Et aucune solution durable ne semble se profiler. Donc, c'est-à-dire le gouvernement d'Emmanuel Macron n'arrive même pas à donner une solution, c'est-à-dire une petite idée sur comment régler cette problème de la dette. Donc le gouvernement qui peine aujourd'hui à redresser la barre et ce qui accentue aujourd'hui ce climat d'incertitude et ce qui accentue aujourd'hui cette colère. Le peuple français en France veut aujourd'hui que Emmanuel Macron quitte l'Élysée, quitte le pouvoir. Donc arriver à un stade pareil... On a du mal à imaginer Macron n'allant pas au bout de son mandat quand même. On va voir, on ne sait jamais. On va tout d'abord écouter son discours. Espérons qu'il va se prononcer pour parler de cette situation qui est inquiétante pour la politique française, pour le peuple français. Mais est-ce que Emmanuel Macron va céder le pouvoir avant 2027 ? Ça, on ne le sait pas encore. Donc, mais qui sera peut-être le remplaçant d'Emmanuel Macron en 2027 ? De Gaulle a bien démissionné un jour parce qu'il y avait une crise politique. Mais 68 Mais c'était un autre homme politique. C'était un autre cas de figure. C'était une autre époque aussi. C'était une autre époque, exactement. Mais 68, c'était quoi ? C'était une véritable colère populaire. Oui. Aujourd'hui, cette situation profite à qui ? Profite à l'extrême droite. Oui. Bardella appelle à des élections anticipées. Retailleau est en train de mener sa campagne pour la présidentielle 2027. Cette situation profite à ces groupes extrémistes en France qui sont aujourd'hui influencés par vous savez qui. Même je pense, permettez-nous, c'est que cette crise est née, a été approfondie par la crise des Gilets jaunes, parce qu'on a tendance à l'oublier. La colère sociale était là. Et quelle a été la réponse du gouvernement de M. Macron ? C'était la répression policière. Exactement. Plus de 1000 personnes ont été bornées. Ils ont perdu un œil, ont été blessés. D'autres sont maintenant blessés à vie. C'est-à-dire, au lieu de notre invité disait ça. C'est-à-dire que face à la crise politique, lorsqu'il y a un front interne qui est instable, la réponse est la répression policière. On avait même vu dans le mouvement Bloquons tout, parce que le mouvement Bloquons tout, c'est aussi un signal d'alerte. Il y a des familles qui n'arrivent pas, ils sortent les repas en France. Ils ont un seul repas par jour. Des familles ont supprimé le dessert. Ils n'arrivent pas à avoir... Parce que la situation sociale est très grave en France. Situation sociale, des familles démunies. Et le reproche qui a été fait à Macron, qui n'est ni de gauche ni de droite, parce que lui, il a essayé un peu de dépasser les partis traditionnels, dépasser les idéologies. Je viens avec un mouvement qui s'appelle En Marche, puis Renaissance. Le fameux centre qui veut enrichir les riches. Parfois il est à gauche, parfois à droite, etc. Le résultat est là, c'est l'échec de ces choix politiques. Giuseppe Aconcia, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse sur l'avenir de cette Ve République ? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer, justement, qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme répercussion au niveau des pays voisins ? Oui, premièrement, il faut dire qu'il y a une demande de changement et le changement doit commencer par Macron, peut-être. Et l'alternative ne doit pas être le Rassemblement national, parce qu'en fait, s'il y aura des élections, c'est possible que le Rassemblement national ait gagné. Donc, il faut voir un changement qui vient de gauche. Il faut voir Mélenchon et les partis d'opposition s'ils sont capables de gérer ces changements-là. Après, il y a un changement qui est demandé par la société civile.
le soutien à la seconde flottille, le soutien aux mobilisations pour la Palestine, ça représente une demande de changement. Et la reconnaissance, par exemple, de la Palestine, ça n'est pas suffisant, parce qu'en fait, la France continue à envoyer les armes, les armements, à être impliquée dans le génocide, à avoir des relations économiques très fortes avec l'entité sioniste. Donc, il faut changer complètement de politique et ça aura des effets clairement sur toute l'Union européenne. Il faut voir, par exemple, il pourrait avoir un effet sur le soutien que le gouvernement de droite a en Italie. Ça pourrait avoir un effet sur l'Allemagne et sur les partis laboristes en Angleterre. Donc, il faut voir clairement le changement qui va partir de la France, quel effet aura sur les pays voisins. Très bien, alors je vous propose d'écouter à présent Jean-Luc Mélenchon, leader LFI. Il est l'origine du chaos, parce qu'il a convoqué des élections législatives anticipées dont il n'a pas voulu assumer le résultat. Et depuis cette heure, la République, la démocratie est faussée. Et ce type de situation se paie toujours. La vie politique d'un peuple passe par ses institutions et le respect du fonctionnement de ces institutions suppose le respect scrupuleux de la volonté du peuple. Sinon, ça n'est plus une démocratie. Et puis après cela, un acharnement du président de la République à vouloir décider le contraire, je dis bien le contraire, l'exact contraire de ce qui avait été dit par les élections. Bien sûr, personne n'avait la majorité absolue à l'issue des élections, mais enfin, un bloc était arrivé en tête. Tout ce qui a suivi a été la négation méthodique, acharnée de ce résultat. Des gouvernements choisis avec pour Premier ministre des personnalités figurant sur les bancs les plus minoritaires de l'Assemblée nationale et s'obstinant à prendre des décisions qui sont à l'exact opposé de ce qui avait été souhaité par le vote. Et pour finir, tandis que se multipliaient les signaux d'alerte et de mobilisation, aucune prise en compte de ce qu'ils signifiaient. Rien comme réponse à la mobilisation spontanée du 10 septembre. Aucune réponse à la mobilisation intersyndicale massive du 18 septembre, ni non plus à celle du 2 octobre. Voilà, c'était donc Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Pierre Belloc, est-ce que le bloc de gauche est d'accord avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? En tout cas, on partage le fait qu'il y a besoin d'un changement et de la reconnaissance du choix des Français, parce que j'ai envie de dire, la gauche s'est unie pour proposer un programme qui correspondait à ce que demandaient les Français. Elle est arrivée en tête et malgré tout, en France, on a pris l'habitude de ne pas respecter le choix des Français. Ça a été expliqué avec le Gilet jaune, mais on pourrait aussi citer le référendum sur l'Europe où Sarkozy, en son temps, avait marché sur le choix des Français qui était de ne pas ratifier les accords, et finalement ils y ont été. Et là encore une fois, on est face à une politique, souvent ce sont les gouvernements de droite, parce que moi Macron, il fait une politique de droite, et il a beau se dire au centre, il est bien à droite, et donc les gouvernements de droite, plutôt que de donner le pouvoir à la gauche quand le peuple décide qu'il faut faire ce tournant-là, préfère marcher sur la décision populaire. Et la seule conséquence de tout ça, c'est que l'extrême droite progresse sur la colère du peuple qui dit « mais de toute façon, ils ne nous écoutent pas, de toute façon, faut mettre un coup de balai à tout ça, c'est plus possible, etc. » Et donc, Mélenchon et l'ensemble, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes se sont unis pour essayer de mettre fin à tout ça, mais malgré tout, on n'arrive pas à se faire entendre. Et ça a été dit sur le plateau, et le problème, c'est que de ne pas écouter le peuple, c'est amener vers l'extrême droite. Donc aujourd'hui, sincèrement, moi, je peux vous dire, j'ai de vives inquiétudes sur l'avenir de la France et sa capacité à résister à la montée des fascismes. Très bien, merci. Pierre Belloc, avant de vous libérer, une dernière question très rapide. Vos prévisions pour la suite ? J'ai peur qu'il continue à s'acharner, que l'on aille de gouvernement en gouvernement et qu'à la fin,
l'extrême droite trouve sa place. Donc on va ici se battre, on va lutter pour la Palestine comme pour le peuple de France. Mais je vous avoue que c'est très difficile. Et la chute de la Ve République, elle est prévue selon vous? Elle est inéluctable si ça continue comme ça. Très bien, merci Pierre Belloc. On vous libère. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes maire et député suppléant PCF NFP. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. On nous rejoint toujours depuis Paris, Youssef Boussemah, militant et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir et d'accepter notre invitation. Alors on continue à parler justement de cette situation politique en France difficile, une situation inédite. Monsieur Boussemah, une analyse par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en France? Beaucoup de choses tout à fait intéressantes avec lesquelles je suis d'accord ont été dites. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le pays se trouve réellement dans une impasse politique. Bon, ça a été dit, mais les fameux trois crises, hein, la crise politique, la crise sociale et aussi la crise économique, ou plutôt financière en tout cas, qui est présente. Et on peut aussi ajouter la crise morale. Le pays se trouve vraiment dans une impasse morale, une crise morale extrêmement importante. Alors bien sûr, concernant la Palestine, puisque on le voit bien que le gouvernement français a abdiqué de tous les principes qui, malgré tout, constituaient une sorte de socle traditionnel de la diplomatie française, mais on a vraiment affaire à une véritable forfaiture. Une forfaiture, puisque ce gouvernement français, aujourd'hui, non seulement n'a pas assumé les moindres de ses responsabilités, mais ne se préoccupe même pas des Français qui actuellement sont détenus dans l'entité sioniste. Oui. Ça, c'est une chose. Cette crise morale, elle est aussi au niveau, ça a été dit, hein, au niveau de ce gouvernement qui depuis toujours, on nous rabâche, on nous rappelle à chaque fois à l'ordre, et puis on le voit bien, souvent dans un pays où l'islamophobie est devenue un sport national, l'arabophobie, l'algérianophobie, et bien toutes ces phobies, et bien à chaque fois où on tente de rappeler à l'ordre, soi-disant, ces populations qui ne seraient pas respectueuses de la morale, du droit, etc. Et on a un gouvernement qui fait des choses absolument inouïes, qui prétend donner des leçons, mais qui fait des choses absolument inouïes en matière de morale, qui piétine la morale, qui piétine le droit, et qui se moque éperdument, ça a été dit, hein, de la vie des Français à de multiples reprises. Alors on en est au troisième Premier ministre. Moi je suis convaincu que, ça a été dit, que M. Macron va absolument s'accrocher jusqu'au bout. On a une situation de pourrissement. On a une situation de pourrissement, et on le dit, ce pourrissement, hein, c'est souvent par les élites, par la tête que les poissons pourrissent. Et effectivement, on a un pourrissement, et il est évident que cela va avoir des conséquences extrêmement graves dans la société, où les forces les plus réactionnaires, les forces fascisantes, sont à l'affût. Je pense que le comportement de M. Macron actuellement prépare l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, et à mon avis, cela augure de jours extrêmement difficiles pour le pays. Très bien. Giuseppe Acontia, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va s'accrocher jusqu'au bout, comme vient de le dire M. Boussemah, au risque de mener justement son pays vers le chaos? Possible, tout est possible en fait. Est possible qu'il y ait des élections anticipées, est possible qu'il y ait la dissolution du Parlement, est possible que Macron démissionne. Mais en fait, est possible, en fait, la possibilité plus forte est que Macron va continuer dans ses fautes, et ça va clairement donner des possibilités, un espace politique au Rassemblement national à la droite, et au fascisme en général, et au populisme en fait, parce que si l'extrême droite a pu avoir ce soutien politique, et pour les discours populistes qui continuent, un discours populiste basé sur la criminalisation des immigrés, sur les différences économiques et sociales. En fait, le problème social est central, parce qu'en fait, toutes les mobilisations, les grèves, les démonstrations qu'il y a eu en France sont directement ont tous le même point, avoir des droits sociaux plus généralisés pour le peuple français. Et les différences économiques, les différences sociales sont centrales pour comprendre
comprendre pourquoi la droite a la possibilité finalement d'arriver au pouvoir. Si c'est vrai, ça pourrait amener à un chaos généralisé avec des manifestations diffusées dans les banlieues parisiens, et ça est la possibilité d'un affrontement complet de la Ve République est toujours possible si Macron n'arrive pas à gérer ce moment-là de crise politique. Très bien. Et est-ce que la crise française, justement, risque d'affaiblir l'Union européenne dans sa négociation avec les États-Unis? Ça, c'est toujours possible. En fait, déjà, ça arrive. En fait, Trump a un pouvoir tellement fort, tellement centralisé, tellement important dans les décisions plus importantes géopolitiques, notamment avec le soutien qu'il a donné à Netanyahou et l'entité sioniste, que l'Union européenne devient toujours secondaire, la France devient secondaire, et clairement, ça arrive aussi avec le rapport qu'il a instauré avec Vladimir Poutine et en Russie. Donc, il faut voir très bien s'il y aura la possibilité pour l'Europe de jouer un rôle géopolitique plus important, mais avec Trump, ça est très difficile. Très bien, merci Giuseppe Aconcia. Je rappelle que vous êtes professeur, chercheur en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir été avec nous depuis Rome. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Alors messieurs, on continue, donc je reviens vers vous, Belrouchet. Cette crise, alors crise économique, racisme, division politique, nous le disions tout à l'heure, c'est un véritable chaos qui règne dans l'Hexagone. Et la raison de tout ça, eh bien, c'est cette montée de l'extrême droite. Exactement. La raison, c'est tout d'abord c'est la démocratie qui a été faussée, et l'extrême droite, justement, qui profite de ce climat-là, un climat de division, un climat d'incertitude. L'extrême droite, si vous voulez, c'est quand le peuple a choisi le bloc qui a eu, justement, qui a été classé numéro 1 dans les législatives de 2024, le gouvernement a refusé de donner la majorité à ce bloc-là. Oui. L'extrême droite a commencé à profiter. L'extrême droite veut justement profiter au maximum avant 2027, parce qu'ils ont un réel plan en 2027, c'est de placer un président d'extrême droite qui soit sous influence sioniste et qui puisse justement justement influencer toute l'Europe, car on connaît la place qu'occupe la France justement au sein de l'Union européenne, c'est d'influencer et d'être une vitrine de l'entité sioniste en Europe. Ça, c'est le but et l'objectif de l'extrême droite. Vous avez parlé justement on a parlé justement de cette instabilité politique, instabilité économique, et aussi la chute de la diplomatie française. Oui. Une chute qui est vertigineuse, exactement. C'est la France a été chassée de l'Afrique. Il y a un rejet de tout ce qui est français en Afrique. Ouais. L'empire, ou la France-Afrique, comme les experts aiment l'appeler, est en train de s'effondrer. Aucun pays aujourd'hui du Sahel ou d'autre part en Afrique subsaharienne ne veut dealer avec la France. Donc ça, c'est aussi la France aussi qui perd ses relations avec les États-Unis. On a vu récemment à l'ONU comment l'autorité américaine ou de l'administration Trump a traité la France, Emmanuel Macron justement. On sait aussi comment ça s'est fini. La France qui voulait justement soutenir l'Ukraine et l'intervention de Donald Trump avec son nouvel ami Vladimir Poutine. Donc tout ça, c'est l'effondrement de toute une diplomatie. Moi, je pense que l'effondrement, vous l'avez dit, Abdelmalek, de la politique extérieure de la France a commencé avec Nicolas Sarkozy. Et l'émergence de l'extrême droite renforcée déjà à son époque. Nicolas Sarkozy qui s'est mêlé d'une situation interne de la Libye et que l'on a profité, on le découvre, c'est la justice, je pense à ce qu'il le dit, c'est pas nous. Il a gagné beaucoup d'argent avec le pouvoir en Libye, l'ancien pouvoir, etc. Il a été jugé et condamné. Vous avez vu comment les médias Bolloré, les médias de l'extrême droite, ont défendu justement Nicolas Sarkozy. En s'attaquant à un pilier de la démocratie française qui est la justice. On a même reproché aux juges d'avoir mal jugé Nicolas Sarkozy. On ne reproche pas aux juges de le faire. C'est la même chose avec Marine Le Pen, absolument, qui a été aussi condamnée. Alors que cette même justice a libéré des policiers qui ont été à l'origine de la mort de Français d'origine étrangère. Et bien sûr, on n'a pas retrouvé ça scandaleux. Je pense que nos intervenants ont raison de parler de crise morale. Oui, la France n'était pas à une crise morale. C'est-à-dire en plus de la crise politique, économique, diplomatique, et sociale, le pays est en train de s'acheminer vers une crise institutionnelle grave. Ça veut dire que ça va accélérer l'effondrement de la Ve République si le pays ne bascule pas dans l'explosion dans la rue. Parce que la France a eu des épisodes par le passé, les Gilets jaunes et d'autres épisodes où on a vu comment il y a eu la révolte de 1968. On est loin de 1968, mais disons qu'il y a tous les ingrédients d'une explosion sociale, parce qu'il faut rappeler que la France est sous endettement. 3 000
milliards d'euros, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire du pays. Et le pays continue de s'enfoncer. Mais vous avez parlé de la politique extérieure, oui. La France a perdu ses alliés ou ses partenaires en Afrique, parce qu'il y a eu un comportement scandaleux de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous le discours de Dakar, à l'université de Dakar, où il est allé dire oui, l'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire, alors que l'histoire est née en Afrique. La civilisation est née en Afrique. Bien sûr, ça a choqué. Ça traduisait l'état d'esprit de certaines classes politiques. On le voit aujourd'hui avec ce qui s'écrit dans la presse française, dans les médias. Qui parle encore des mérites de la colonisation. De la colonisation. Et on a reproché, par exemple, parenthèse, à l'ambassade de France à Alger d'avoir livré 1000 visas de plus à des étudiants. C'était un scandale en France. On a discuté pendant toute la journée dans tous les plateaux, comme si c'était très, très grave, alors que la situation économique est en train de s'enfoncer, qu'effectivement la France paraît aujourd'hui affaiblie face à ses partenaires européens, notamment la Grande-Bretagne, et l'Allemagne, et l'Italie et l'Espagne, et passe aux États-Unis. La France qui pousse à la guerre contre la Russie, alors qu'elle gagnerait à avoir des partenariats avec la Russie. Et qu'a gagné le peuple français dans l'engagement militaire français en Ukraine? C'est de la pure perte. Ces 1000 milliards de dollars vont être consacrés à l'armement, alors qu'il y a des problèmes sociaux. Alors qu'on veut enlever l'aide sociale aux migrants, on veut enlever ceci, cela. Ça, c'est la crise morale. Et les crises morales, je suis d'accord avec vous, c'est l'extrême droite qui est au milieu, et même l'extrême droite est en train, avec la droite, parce qu'on a vu tout à l'heure la déclaration de Jordan Bardella qui attaque les Républicains en disant qu'ils sont en train ils se battent pour les négociations de boutique. Ils veulent avoir des ministres au gouvernement. Ça veut dire que même au sein de cette famille de la droite dure et de l'extrême droite, il y a des divisions. Et ça donne une idée de ce que pourrait être la France de demain. La France de demain, je pense, je termine avec ça. Sera plus divisée qu'aujourd'hui. Elle sera divisée, et je pense que le pays est en train de basculer dans l'inconnu. Très bien, merci Faisal Mataoui. Je vous propose à présent d'écouter un autre sonore de Jean-Luc Mélenchon. On en reparle dans quelques instants. 3 gouvernements en l'espace d'un an, à la suite d'un président de la République battu dans toutes les élections depuis la sienne, en sorte que, plutôt qu'à l'addition de ces mésaventures, c'est au tableau général qu'il faut réfléchir. Cette situation est le symptôme de l'impasse dans laquelle plonge inéluctablement la Ve République dès lors qu'il y a une contradiction entre la légitimité de l'élection présidentielle et celle des élections législatives. À quoi s'ajoute l'incapacité du président de la République à maîtriser une telle situation. Il en résulte une confusion dans les esprits, dans les institutions, parmi les acteurs économiques, dans les rangs des décideurs politiques, qui aggrave le tout. Il faut donc, pour répondre à ce moment, prendre à bras-le-corps le cœur du problème, c'est-à-dire le président de la République et sa légitimité à continuer à décider dans de telles circonstances. À chaque étape, tout le monde a eu le sentiment d'avancer toujours plus loin dans un système de monarchie présidentielle dont personne ne veut dans ce pays, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche. Il faut donc, pour répondre à cette situation, aller au cœur du problème, c'est-à-dire en revenir au peuple, c'est-à-dire mettre en cause la légitimité du président de la République dans les formes que notre démocratie parlementaire permet. Je me répète, dans les formes institutionnelles dont nous disposons. Quelles sont-elles? Il y en a une, la destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Voilà, messieurs, donc c'est dit. Youssef Boussoumah, un commentaire sur les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Il faut la destitution d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, on en est arrivé au point où il n'y a pas d'autre solution, puisque on le voit, M. Macron ne va jamais lâcher le pouvoir. C'est clair. Il ne va jamais lâcher le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a une autre échappatoire à laquelle on ne pense pas vraiment.
ça a été évoqué, c'est la question de la guerre. La question de la guerre qui est là, qui est en filigrane de toute la situation en Europe, mais particulièrement la France. Il est clair que la guerre, la préparation à la guerre, des déclarations répétées de M. Macron, mais aussi de chefs des armées, montrent bien que cette préparation à la guerre est aussi un moyen, une manière de diversion. De diversion, il y a un danger extérieur. Donc, je crois qu'on ne sommes pas à l'abri de nouvelles surprises ayant comme fondement le prétendu danger de guerre, prétendu danger russe, etc., de la part de M. Macron. En tout cas, la dissolution aujourd'hui s'impose totalement. Ce sera difficile à obtenir, puisque malheureusement, alors on a une bonne nouvelle, c'est l'existence quand même de la FI en France en tant que locomotive, et je tiens à le dire, la FI qui mobilise énormément parmi la jeunesse. Oui. Il faut dire vraiment qu'elle mobilise énormément parmi la jeunesse pour la question de Palestine, mais pas uniquement. Et c'est une bonne nouvelle, mais au niveau de la gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'est pas sûr que le Parti socialiste, comme d'habitude, parti qui est qualifié parti de la trahison par de nombreux observateurs politiques de gauche, et il n'est pas sûr que le Parti socialiste suive de ce point de vue. Il y aura toujours des atermoiements. Alors en tout cas, je crois que c'est vers cela qu'on doit s'acheminer, puisqu'encore une fois, je ne pense pas du tout que Macron jouera le jeu des institutions. Il va s'accrocher à son pouvoir. Un penseur français, économiste et penseur, Lordon, l'a dit, M. Macron, à l'Élysée, il va s'accrocher comme un forcené s'accroche à son pied-à-terre. Et donc, voilà, on est devant, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit où toutes les règles morales politiques sont bafouées. Et c'est pas uniquement le problème de la Ve République en tant que telle, c'est que cette Ve République, si elle était respectée, peut-être qu'on pourra en sortir, mais c'est le fait qu'on a des institutions politiques qui ne veulent respecter aucune institution, qu'elle soit de la Ve ou de la VIe République. C'est un problème de non-respect du suffrage universel. C'est cela qui est en cause actuellement. Exactement. Alors, ce qu'on peut retenir également, Youssef Boussoumah, avec ce paysage politique français, c'est qu'aucun parti ne veut faire de concessions également. On en parle depuis le début de cette émission, on en parle depuis ce matin sur les plateaux français. Sébastien Lecornu en a d'ailleurs parlé également ce matin lorsqu'il a déclaré « Il faut toujours préférer son pays à son parti ». C'est important de préférer son pays à son parti, Youssef Boussoumah. Et je pense qu'au niveau des partis français, ils ne l'ont pas compris. Moi, je pense que la FI le comprend, puisque la FI a fait beaucoup de propositions, a tendu la main à de nombreuses reprises. La question de savoir encore de quel pays nous parlons. Je pense que la France actuellement est vraiment scindée. Oui. La France est vraiment scindée, et il y a au moins deux visions de la France qui s'opposent. Deux visions de la France qui s'opposent. Il y a une vision relativement ouverte, relativement chaleureuse, et puis il y a une autre vision fermée qui est celle qui malheureusement a un petit peu le vent en poupe, qui est portée par l'extrême droite, mais aussi par la droite traditionnelle et par M. Macron. Alors je crois qu'effectivement il faut préférer son pays à son parti, mais ceux qui disent cela, ce sont généralement ceux qui ont fait le choix inverse, justement. Ils choisissent non seulement leur parti, mais même pas leur parti, ils choisissent les idées les plus nauséabondes. Oui. C'est ça le problème actuellement. Ils ne choisissent pas un pays ouvert, apaisé, une société ouverte, une citoyenneté pour tous. Mais on le voit, ils choisissent une option qui est absolument fermée, qui se renferme de plus en plus sur elle, qui veut absolument s'isoler. Et c'est évident que cela va mener aux pires situations. Et quelles sont justement vos prévisions par rapport au futur de cette situation en France, de cette situation politique en France ? Moi, je pense que la gauche, enfin ce qu'on peut qualifier de vraie gauche, a des chances. La droite est très divisée. Comme on dit, il y a beaucoup de crocodiles dans le marigot de la droite, de la droite et de l'extrême droite, et selon le proverbe africain. Et la droite est divisée, extrêmement divisée, l'extrême droite également. Et aujourd'hui, l'extrême droite montre aussi de plus en plus de gens qui votaient pour l'extrême droite se rendent compte que cette extrême droite, elle est extrêmement sensible au pouvoir. Finalement, elle qui prétendait être propre, elle a beaucoup de casseroles. Elle est prête à tout pour pas que Marine Le Pen soit validée, en tout cas, et pour empêcher. Donc, je pense que au niveau de la gauche ne peut pas faire l'impasse
sur l'AFI. Elle est trop faible. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, une vraie gauche a ses chances. Une vraie gauche a ses chances parce que, je le dis et je le répète, elle a la jeunesse avec elle. Dans la rue, ça n'est pas encore le cas actuellement, mais je pense qu'elle pourra mobiliser beaucoup plus. Elle incarne un espoir. Je ne vois pas qui d'autre aujourd'hui peut incarner un espoir. Alors la lutte va être difficile, mais de ce point de vue, je suis assez confiant. Il y a une belle opportunité. Donc selon vous, Emmanuel Macron gagnerait à choisir un nouveau Premier ministre de gauche directement au lieu d'aller vers une dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Bien sûr, ce serait le suffrage, ce serait le respect du suffrage universel, et je pense que cela pourrait au moins permettre de recaler la France, de remettre la France sur les rails légaux. Parce que nous sommes dans une totale illégalité actuellement. Le problème, il est là. C'est qu'on est dans une totale illégalité du point de vue des institutions. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. La crise n'a que trop duré. Très bien, merci Youssef Boussouma. Abdelmalek Belhouchet, vous pensez qu'il pourrait y aller vers ce choix d'un Premier ministre de gauche directement sans aller vers une dissolution mais ça, on ne le sait pas encore. Il faut savoir que Emmanuel Macron est sous influence d'extrême droite. D'extrême droite, exactement. J'aimerais revenir justement sur les dires de Mélenchon. Le cœur du problème, effectivement, c'est ce président autiste qui n'écoute personne, qui ne veut pas écouter son peuple, qui refuse de revenir au peuple. Donc c'est un problème de légitimité. Donc le président qui refuse justement de respecter le choix du peuple, respecter le choix donc du suffrage universel, c'est ça. Donc quand on ne respecte pas les élections au suffrage universel, c'est les institutions qui ne sont pas respectées. Quand les institutions ne sont pas respectées, c'est tout le pays qui est dans la dérive. Donc est-ce que le président Emmanuel Macron va choisir un Premier ministre issu de gauche pour justement rester au pouvoir jusqu'à 2027 et essayer de calmer le jeu? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il le fera? Non, on ne sait pas encore. Mais si c'est bien, bien sûr que c'est bien. Il doit faire ça pour justement calmer la révolte populaire. On attend toujours qu'Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui. Oui, peut-être aujourd'hui ou demain. Il attend toutes les réactions de la classe politique pour tirer la leçon, bien qu'en parenthèse, on peut supposer que ce scénario a été déjà élaboré à l'avance pour éviter son départ, parce que la destitution du président français, parce que ce serait bien de rappeler l'article 68 de la Constitution française, qu'est-ce qu'il prévoit? Il dit que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. La proposition de réunion de la haute cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre, qui se prononce dans les 15 jours. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois à bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Donc, pratiquement, c'est impossible que le Parlement, puisqu'il est tellement divisé, que cette destitution... Donc, il reste deux solutions. Ou la démission du président. Il va donc accepter son échec politique, ce qui semble peu probable, soit le choix d'un homme de gauche qui probablement... Qui est le choix du peuple, exactement. Du peuple. Il peut choisir le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste, il a un pied à gauche, un pied à droite. Qui fédère un tout petit peu. Qui fédère plus ou moins, pour essayer d'équilibrer, mais la réaction d'extrême droite sera agressive, parce que l'extrême droite est dans une posture agressive, parce que s'il dissout le Parlement aujourd'hui, il y a un fort risque que la même cartographie sera reproduite après les prochaines élections. Après, il peut toujours choisir quelqu'un pour continuer les affaires courantes, etc. Oui, parce que la France ne pas prendre de décisions. Parce qu'il faut noter que maintenant, cette situation fait fuir les investisseurs. Le risque pays a augmenté pour la France. Donc, les crédits sont très, très, très chers à payer. Et donc, économiquement, la France est un pays perdant à 100%. C'est une instabilité judiciaire, politique, institutionnelle. Et même gouvernementale, parce que le gouvernement n'est plus là. Qui va prendre la décision par rapport à plusieurs dossiers qui sont en suspens. Donc la situation économique est très fragile, sociale aussi. Et le président Macron a maintenant les cartes en main pour essayer de régler la situation. Pour la gauche, c'est le départ du président, des élections présidentielles anticipées. Pour une partie de la droite, c'est les élections législatives. Donc même pour les choix de sortie de crise, il y a des divisions. C'est une situation historiquement inédite pour la France et pour un pays européen. Comment on va s'en sortir? Par le passé, il y a eu des guerres civiles dans notre pays. Quand la situation institutionnelle était dans le blocage, il y a des divisions, tellement de divisions qu'on est revenu aux armes. Je ne sais pas cette situation, bien que par le passé, l'histoire de la France, il y a eu une succession
guerre civile, de destitution de roi. Bon, je ne pense pas Abbaside. qu'on va arriver à ça parce que la pensée politique a évolué, mais il reste que, effectivement, la carte, maintenant toutes les cartes sont entre les mains du président Macron. Président Macron. Youssef Boussoumah, on parle aujourd'hui de lutte de factions au sommet de l'État français. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, les options sont différentes. Les options sont différentes. Il y a une lutte de factions, il y a en même temps une crainte. Alors, quand on dit lutte de factions, il faut aussi bien considérer que derrière Macron, on a un pouvoir financier. On a un pouvoir financier énorme. Hein. Oui. Ce ne sont pas uniquement des hommes politiques, mais ce sont des intérêts bancaires. On a les grandes banques, on a ceux qui ont porté Macron au pouvoir. Voilà, et c'est évident que cette situation, on a un petit peu cette situation de fin de règne, hein, où le bateau est abandonné par beaucoup. Voilà, donc forcément dans ce genre de situation, ça crée des dissensions, ça aggrave des dissensions qui existaient déjà. Et c'est vrai que Macron là est aussi pris dans ces dissensions, sur la meilleure des solutions. À mettre en jeu, enfin à mettre en action pour préserver les intérêts de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il est évident qu'il y a une guerre sourde qui est en train de se produire actuellement derrière les écrans, derrière les rideaux. Il y a une guerre sourde qui est en train de se dérouler et dont on n'a pas encore beaucoup d'écho. Mais il est certain qu'elle se fait à couteau tiré. Elle se fait à couteau tiré. Alors justement, nous évoquions tout à l'heure, Youssef Boussoumah, avant que vous nous rejoigniez, le cas du ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qu'il ne faut plus présenter maintenant, tant il est islamophobe, raciste, algérophobe. On a toutes ces caractéristiques. Est-ce qu'il est aujourd'hui le synonyme justement de cette crise avec ses nombreux excès? Oui, assurément. Disons qu'il en est même fier. Il en est même fier. Mais alors bon, il est dans la continuité. Chaque nouveau ministre de l'Intérieur aujourd'hui se plaît à faire de l'islamo-bashing, de l'arabo-bashing, de l'algéro-bashing. C'est devenu le grand jeu. Mais c'est vrai qu'actuellement, il incarne bien cette décomposition de la classe politique. A-t-on idée, je veux dire, j'ai coutume de dire que au moins, auparavant, dans nos vertes années, on avait affaire à des adversaires politiques qui étaient dignes de ce nom, avec lesquels, évidemment, on ne partageait pas les options, mais au moins, c'était de vrais adversaires politiques à l'époque du gaullisme, même du gaullisme finissant. Mais là, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre c'est grave parce que on peut même pas situer leur position politique. C'est de la haine. C'est de la haine pure. On n'arrive même pas à dire voilà, est-ce qu'on va être d'accord avec eux sur telle ou en désaccord sur telle ou telle position. Non, on a affaire à de la haine, de la projection de haine en permanence, avec du mensonge caractérisé, vraiment des mesures draconiennes qui sont prises contre tel imam ou telle personne, des accusations fallacieuses auxquelles on ne peut même pas répondre, et voilà, et avec même une justice qui est obligée même de suivre le politique qui de plus en plus impose ses vues à la justice, et ça il faut le voir. Nous sommes en pleine crise de ce point de vue. C'est la première fois que dans un pays, eh bien, on a une justice qui est obligée quasiment, de suivre le politique. Voilà, M. Retailleau décide d'expulser quelqu'un ou décide de dissoudre une association. Bon, moi, je suis évidemment très, très impliqué dans tout ce qui est associatif au niveau de la Palestine, entre autres, et puis dans notre média alternatif qui s'appelle PDH. Mais je peux vous dire que c'est absolument incroyable. M. Retailleau décide de dissoudre une association ou d'expulser quelqu'un, et la justice, on attend que la justice le fasse. On n'a jamais vu cela. Donc, M. Retailleau incarne bien cette fin de règne, dans la France de ces dernières années. Monsieur Retailleau qui se voit tout de même à l'Élysée. On rappelle qu'il fait campagne depuis plusieurs mois pour l'élection de 2027. En s'attaquant à l'Algérie notamment, exactement. Oui, tout à fait. M. Retailleau se voit avoir un destin national.
Exactement. Lui qui n'a aucune ampleur politique, parce qu'avant qu'il soit ministre... Il était au Sénat. Oui. Il était au Sénat, personne ne le connaissait Bien pratiquement. Et il a profité de la tribune qui lui a été offerte pour être ministre de l'Intérieur, pour justement... En faisant le buzz sur l'Algérie. L'Algérie, d'ailleurs, c'est les premières déclarations, c'est sur l'Algérie, sur l'histoire des influenceurs algériens, etc. Exactement. Et puis c'est des migrants, et puis c'est ceci, En fait, c'est cela. son cheval de bataille, l'immigration, Parce l'Algérie, les OQTF. Parce qu'il n'a pas de projet politique. Cet homme n'a pas de projet. Quel est le projet politique de Bruno Retailleau? Aucun. Comment il voit la France de demain? Quel est son projet économique, social, scientifique, culturel? Il n'a aucun projet. Son seul projet, de haine et de c'est la division. haine anti-algérienne, la haine anti-musulmane, gratuite, oui. la haine anti-migrant, la haine anti-africaine, anti-tout le monde. C'est quelqu'un qui est très loin, qui est très très loin de la droite gaulliste évoquée par M. Pierre Belloc tout à l'heure, parce que c'est vrai, c'est pas du tout les valeurs de la droite de gaulliste de l'époque, c'est devenu une autre droite, une droite haineuse, islamophobe. On a vu comment Bruno Retailleau très proche des milieux sionistes. Sioniste absolument, parce qu'il faut, en parenthèse, Abdelmalek, ouvrir le débat sur l'influence du CRIF, qui est le conseil représentatif juif, oui. des institutions juives en France, comment ce conseil dicte la politique extérieure de la France. Comment le fameux dîner du CRIF, tout le monde se bouscule au portillon pour recevoir des instructions. Est-ce que cette institution est une institution qui représente les Juifs de France, ou est-ce que c'est une institution qui fabrique la politique extérieure de la France et choisit les présidents et les décideurs? Et donc, au-delà, notre invité parlait aussi tout à l'heure de l'influence économique, exactement. Des banques, oui, et jouent un rôle parfois dans le choix. Et c'est pour ça les fameuses Rothschild, etc. Parce que tout à l'heure, on parlait de pourquoi Bruno Retailleau, par exemple, a refusé le gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est parce qu'il y a le retour de Bruno Le Maire, qui est l'ancien ministre de l'économie, et qui est accusé d'avoir accéléré l'endettement de la France, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, parce que la politique qui a été choisie par Bruno Le Maire a enfoncé encore plus la France dans l'endettement extérieur. On réduit les impôts, on augmente les dépenses, et puis le pays s'endette à l'infini. Bruno Le Maire a été en grande partie à le la gouvernement cause, de Le bien sûr, sous les ordres d'Emmanuel Macron. Mais c'est lui oublie. qui a désigné ses ministres. Absolument. Réellement, ce n'est pas Sébastien Lecornu, ça on le sait. Et Emmanuel Macron, c'est un président qui vient du milieu bancaire. Bien sûr. Et donc, effectivement, le débat doit être approfondi, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques ou la classe politique ou les partis, il y a aussi ces officines qui sont opaques, qui sont derrière, qui choisissent les décisions, qui orientent les choix politiques, etc. Est-ce que l'État profond français, je parle de l'État profond, est-ce qu'il est en mesure de se débarrasser de ces pesanteurs et aller vers un État souverain en matière de politique extérieure, en matière d'économie? La vraie question, je vous laisse répondre et après on ira en... Exactement, la vraie question, Faisal Metaoui. Est-ce que Emmanuel Macron aujourd'hui est prêt à sacrifier justement tout un pays, la France et son peuple, pour les intérêts financiers de ses amis? C'est une grande question. De ses amis banquiers, oui. Qui est posée surtout aux Français. Exactement. On essaiera d'y répondre dans quelques instants, messieurs. Mesdames et messieurs, restez avec nous. 16h30, heure algérienne, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la crise politique en France. On va continuer à en parler justement. Juste avant la pub, nous évoquions avec Abdelmalek Belhouchet les sacrifices que pourrait faire Emmanuel Macron. Donc le sacrifice de son pays pour les intérêts de ses amis hommes d'affaires. Je me tourne vers vous justement, Youssef Boussoumah, pardon. Est-ce que vous rejoignez, vous, c'est ce que vient de nous dire Abdelmalek Belhouchet juste avant la pub, mais Emmanuel Macron serait-il prêt à sacrifier la France justement pour les intérêts de ses amis hommes d'affaires, de ses amis banquiers? Oui, moi je pense qu'on n'a pas idée du jusqu'au boutisme de M. Macron. Hein. Oui. C'est terrible. On ne sait pas comment il a réussi finalement à s'immiscer dans ce jeu politique, mais rarement on a vu un homme politique qui était aussi lié aux intérêts, aux grands intérêts que lui. On a l'impression qu'effectivement il a une sorte d'agenda, de feuille de route, mais qui n'a rien à voir avec les intérêts du pays. Alors vous me direz, c'est toujours un petit peu la caractéristique, la particularité de beaucoup d'hommes politiques, mais je pense que là, rarement on a l'impression que quoi qu'il se passe, M. Macron poursuit un objectif, un agenda, une feuille de route, et qu'on a vraiment du mal à le cerner de ce point de vue. Moi, je pense qu'il est prêt tout à fait à jouer la politique du pire. Il est prêt à jouer la politique du pire. Là, il est en train
se demander ce qu'il pourrait faire pour se maintenir encore au pouvoir. Et je ne sais pas, Monsieur Le Cornu est encore retourné le voir à nouveau. On n'est pas aussi à l'abri d'une nouvelle nomination de Monsieur Le Cornu. Tout ça pour gagner du temps, mais la situation pourrie, Oui. La situation du pays pourrie. Il y a cela, disons que cela est en train d'abîmer complètement le tissu social et politique. Et je pense que M. Macron, de ce point de vue, n'a aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Et est-ce qu'on se dirige vers un effondrement spectaculaire de cette 5e République, Youssef Boussouma? Non, peut-être pas un effondrement spectaculaire, mais je pense qu'on a une sorte d'effritement, de pourrissement. D'accord. Mais dans ce pourrissement, évidemment, tout peut survenir. Tout peut survenir. Hein. On n'est pas aussi à l'abri d'une intervention beaucoup plus brutale de l'extrême droite, qui jouerait la carte de. Enfin, on n'est pas à l'abri aussi d'une nomination de l'extrême droite. Hein. Oui. M. Macron pourrait très bien, s'il est acculé, prendre effectivement un gouvernement où il y aurait la droite et l'extrême droite sans problème. Ce qui, évidemment, mettrait le pays dans une situation terrible, parce que cela ne correspondrait pas du tout aussi aux forces vives du pays, entre autres la jeunesse. Et là, on risquerait une explosion. Très bien. Merci Youssef Boussouma. Et se joint également avec nous depuis Paris Amina Kalash, journaliste indépendante. Bonsoir Amina. Bonsoir Nouhed. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Amina, je voudrais d'abord votre analyse sur la situation qui prévaut en France suite à cette démission surprise de Sébastien Lecornu ce matin. En fait, j'ai envie de dire c'est pas si surprenant que ça parce qu'on a quand même un gouvernement qui continue à ne pas respecter le choix et les décisions des Français. Donc j'ai envie de dire que ce retournement, encore une fois, ce matin, avec la démission de Lecornu qui a été acceptée par le président Emmanuel Macron n'est absolument pas une surprise. On s'attend même prochainement à une dissolution de l'Assemblée. Et c'est aussi ce qu'attendent les Français, parce que les Français commencent un peu à en avoir ras-le-bol en fait, de cette instabilité politique qui pèse énormément sur le quotidien des Français et sur la manière dont le président et son gouvernement, qui ne respectent pas les Français et qui continuent justement d'être irrespectueux et d'avoir un gouvernement qui va à l'encontre de la décision des Français. Et les Français attendent justement la réaction d'Emmanuel Macron qu'on attend soit aujourd'hui, soit demain. On rappelle également les réactions qui se sont enchaînées suite à la démission de Lecornu. Il y a le leader de la France insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé à l'examen immédiat d'une motion de destitution du président Macron. Le Rassemblement national, de son côté, appelle à un retour aux urnes. Amina, quelles sont les tendances justement ? Aujourd'hui, on aimerait que justement, en vue de la dissolution de l'Assemblée générale il y a 1 an et 2 mois maintenant, donc qui s'est dépassé en juin 2024, on a eu des législatives anticipées qui ont eu lieu donc il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est encore justement possible. Donc 1 an après, il fallait respecter le délai pour qu'il y ait une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Le problème, c'est que toutes ces lois, en fait, ambitieuses de la part de ces gouvernements. Donc, je tiens quand même à rappeler qu'on a eu hier la nomination d'un gouvernement qui a tenu à peine 24 heures. Ça en dit long aussi sur l'avenir politique de la France. Il y a plusieurs politiques de gauche qui se sont positionnés en disant que maintenant il faudrait peut-être mettre fin à ce cycle de la 5e République. Donc, peut-être, en tout cas, ça reste une piste peut-être à privilégier. Et aussi le respect, en fait, même s'il n'y a pas eu, on va dire, dans le paysage politique français, on va dire une victoire écrasante d'un parti spécifique, il y a eu quand même la gauche qui a remporté les élections législatives de juin 2024. Donc, peut-être essayer aussi de respecter le choix des Français et peut-être pour le président, soit de démissionner et donc d'arrêter son mandat, ou de respecter le choix des Français et d'essayer de partir plutôt vers une coalition qui inclut la gauche. Et est-ce que... Je pense que vous permettez de parce que pour aller dans votre sens, réaction, on parlait tout à l'heure du Parti Socialiste, je vous ai dit que ce parti pourrait jouer les intermédiaires ou jouer... Pour fédérer, justement. Oui, le secrétaire général de ce parti vient de déclarer, Pierre Joubert,
que nous n'appelons ni à la dissolution ni au départ du chef de l'État. Vous voyez, donc ni dissolution ni chef de l'État. Donc il doit nommer Nous appelons à des solutions, à la nomination d'un Premier ministre issu de la gauche, ouvert au compromis, s'engageant à ne plus utiliser le 49.3, la règle qui peut passer les lois au Parlement, et ne continuera de porter dans le débat qui s'ouvrira des mesures fortes telles que la taxation des ultra-riches, etc. Et le Parti communiste français dit aussi, appelle aussi à la nomination d'un Premier ministre de gauche. Peut-être c'est une solution qui est en train de se dégager. Donc les engagements, c'est ne pas franchir les lignes rouges, qui est les réformes justement pour la retraite. Voilà. Amina Kalash, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron serait prêt à nommer un Premier ministre de gauche aujourd'hui ? Très sincèrement, au vu de ce qui s'est passé sur cette dernière année, enfin surtout cette dernière année, donc après la première dissolution de l'Assemblée générale en juin 2024, j'ai, on va dire, un espoir, mais très sincèrement, je ne pense pas, parce que quand on réitère et qu'on choisit le Cornu qui a une tendance plutôt droite, avec des idées parfois même d'extrême droite, j'ai pas aujourd'hui le président Emmanuel Macron est prêt à entendre justement ces Français, est prêt on va dire, à nommer un Premier ministre de gauche, même si c'est aujourd'hui ce qu'attendent en tout cas la majorité des Français. Très bien. Youssef Boussouma, est-ce que vous pensez, vous de votre côté, que la gauche pourrait aujourd'hui investir les rues françaises pour justement exiger que le résultat des législatives soit donc respecté, que Emmanuel Macron mette en place donc un Premier ministre de gauche ? Oui, il y a eu déjà plusieurs sorties tout à fait intéressantes ces dernières semaines. Malheureusement, on a des syndicats qui traînent. Qui ont certes mobilisé l'autre jour, mais qui sont encore un petit peu timorés. Mais c'est sûr que si, de ce point de vue, les syndicats se mettent à l'unisson de la gauche, je pense que effectivement, on peut avoir une pression populaire pour que simplement le suffrage universel soit reconnu, soit appliqué. Oui. Il ne s'agit pas d'imposer, comme on disait, par la rue des décisions. Non, il s'agit de faire respecter un vote. Et je pense que c'est possible. Mais malheureusement, je le dis, avec encore ce problème que les syndicats traînent des pieds, sont encore timorés, et alors que je pense que s'il y a cette union de l'alternative politique de gauche et des syndicats, il est possible d'imposer cela. Or, peut-être que ces syndicats vont changer, vont évoluer. Leur pensée va évoluer les heures qui viennent. Mais je crois qu'il n'y a que ça qui, aujourd'hui, pourrait forcer M. Macron à simplement respecter le suffrage. Très bien, merci. En parlant de syndicat, Mourad, la CGT, qui est la deuxième centrale syndicale en France, elle accuse, dans un communiqué qui vient de tomber, le président Macron d'avoir fait le choix du chaos institutionnel. Et elle accuse Sébastien Lecornu de n'avoir pas eu le courage d'affronter les grands patrons par rapport à cet impôt sur les ultra-riches et de rompre avec la politique de l'offre. Alors pour la CGT, Emmanuel Macron prend le risque de transformer une crise sociale et démocratique en crise de régime, c'est-à-dire une crise institutionnelle, et que la solution, il n'y aura pas de stabilité en France sans justice sociale. Donc les syndicats, ce syndicat qui est quand même important en France, a dit son mot, et cette crise institutionnelle, cette crise de régime, jusqu'à où elle va aboutir. Là, on est en train d'analyser un peu la situation, Premier ministre de gauche, dissolution du Parlement, démission du président, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, à moins que le peuple français va trancher, parce que c'est lui qui a aujourd'hui la souveraineté, pour rejoindre ce qu'a dit M. Mélenchon. C'est vrai, le peuple a la souveraineté, c'est lui qui va décider, à moins qu'on décide d'aller vers des élections générales, ça veut dire législatives et présidentielles, pour essayer de sauver la crise, bien que c'est éloigné à l'heure actuelle, ou que la rue va trancher à travers des manifestations massives, comme on l'a vu déjà à 2 reprises, le 10 septembre et le 18 septembre. Et des manifestations massives, vous pensez que c'est ce qui va se passer Certainement, c'est des manifestations qui ont déjà commencé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Macron est en train de suivre une feuille de route diabolique. Et j'ai peur que ceux qui sont en train de feuille de route qui, on le rappelle, dictée par l'extrême droite. Exactement, et qu'on rappelle aussi dictée aussi par l'antitétionniste. Les milieux bancaires aussi. Et les milieux bancaires aussi. Il ne faut pas les oublier dans l'analyse. C'est tout un cocktail. Donc, j'ai peur que ces gens-là, ceux qui dictent justement les décisions en France, sont en train de préparer le terrain pour une personne à psychanalyser gravement comme Bruno Retailleau. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est quoi ? C'est de conduire un Premier ministre de gauche, ou bien se mettre d'accord une fois pour toutes sur ces lignes rouges à ne pas franchir, c'est-à-dire la réforme des retraites. Une fois pour toutes, on va dire que voilà, ça, c'est des lignes rouges à ne pas franchir. Donc,
Pour moi, c'est la seule solution qui s'offre justement pour Il y le a président il y français. a la politique extérieure, parce que le plan intérieur est affaibli et il est presque effondré. Ça va affaiblir la posture extérieure de la France, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau européen par rapport à l'économie, par rapport à la sécurité, par rapport à la sécurité énergétique, par rapport à la relation à adopter avec les États-Unis, avec l'histoire, avec l'Ukraine. Comment est-ce qu'on va résoudre la crise de l'Ukraine? Et la France, la France, dès le départ, a soufflé sur le feu. Curieusement, la politique de Macron rejoint en grande partie les choix de l'extrême droite par rapport à l'Ukraine. Donc il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis qui attendent la France en extérieur. Si le pays continue à s'enliser dans une crise interne, ça va donc l'affaiblir d'une part, et aussi remettre en cause plusieurs cadres au niveau européen, parce que maintenant il y a des puissances qui sont en train d'émerger dans la région européenne, en Asie, en Afrique, etc. Exactement. Et que la France va rater plusieurs marches dans sa quête de puissance, sa quête de renforcer ou de comporter sa puissance comme le veut, notamment l'extrême droite. Exactement, mais aujourd'hui, Faisal, la France n'est pas un pays qui est pris au sérieux aujourd'hui sur la scène internationale, malheureusement. C'est cette chute de la diplomatie française qui a fait aujourd'hui qu'un pays comme la France n'est plus pris au sérieux. Parce que la crédibilité, en Europe et à l'international. La crédibilité à l'extérieur, elle est affaiblie lorsque votre front intérieur n'est pas uni. Bien sûr, parce Exactement. que les institutions à l'intérieur, c'est... Amina Kalla, je reviens vers vous. Comment est-ce que la presse française traite cette actualité aujourd'hui ? C'est encore une fois une défaite. Enfin, quand on regarde les médias aujourd'hui français, j'ai l'impression que là, sur ces derniers mois et toutes ces dernières années, en fait, c'est absolument répétitif. On est toujours en train de se questionner, est-ce que les Français auront le droit d'avoir un gouvernement à la hauteur aussi des revendications des Français? Et ce qu'on dit, c'est plus qu'une crise politique. Pour moi, c'est aussi une crise de régime. Le problème, c'est pas de savoir uniquement qui va gouverner, mais plutôt comment est-ce qu'on va gouverner. Est-ce que, encore une fois, on va redonner la parole en français? Est-ce que on se pose un peu la question de l'avenir finalement de notre démocratie? C'est quand même, comme l'ont dit les invités sur le plateau, quelle image est-ce que ça donne aussi à l'international? Le gouvernement français, il n'est pas du tout en capacité en fait d'écouter les Français, et aussi la colère des Français, et de réinventer un peu toutes nos institutions françaises et de faire revivre finalement le vote. On se retrouve avec des groupes politiques qui se font la guerre, qui sont absolument pas capables en fait de se rassembler, de faire des concessions, exactement. La santé, l'éducation, le pouvoir d'achat. Et du coup, on se retrouve finalement avec, comme je l'ai dit, plus qu'une crise politique, mais une vraie crise de régime. Alors Amina, vous êtes souvent au contact de la jeunesse, je tiens à insister là-dessus. Cette jeunesse, vous lui parlez, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette jeunesse française aujourd'hui? Est-ce qu'elle aussi, elle en a ras-le-bol? Ah oui, clairement, parce que de toute façon, on le voit, il y a un désintérêt de plus en plus de la part des jeunes qui se disent de toute façon qu'est-ce qui change. On l'a vu avec le vote, on a essayé de mobiliser énormément les jeunes à se rendre aux urnes pour pouvoir changer les choses. Donc il y a eu quand même, on va dire, un sursaut à ce moment-là, donc qui a pu faire basculer les votes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit un an après? C'est comme si en fait leur vote n'avait pas été pris en compte, et surtout qu'on les avait mobilisés et qu'on leur avait promis énormément de choses, encore une fois pour rien. Donc ils sont, on va dire, il y a une forme de désillusion, et en même temps il y a quand même un espoir, parce que ils sont quand même attachés à tout ce qui se passe. Enfin, on l'a vu aujourd'hui avec, ne serait-ce qu'avec ce qui s'est passé avec le génocide en cours en Palestine. Qui est dans la rue? C'est les étudiants, c'est les jeunes. Donc, ils sont quand même très investis politiquement, et on aimerait justement que le gouvernement et que le président respectent cet engagement qui est très précieux de la part des jeunes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement insurrectionnel comme on le voit actuellement au Maroc avec la Gen Z? Je sais pas, très sincèrement, là, de ce que j'ai pu voir, en tout cas dans les médias ou contacts que j'ai pu avoir avec certains jeunes, ils n'ont pas encore parlé d'une grande mobilisation, en tout cas. Mais je pense que ce qui va réellement être déterminant, c'est ce qui va se passer là sur les prochaines heures. Ça va être aussi si Macron décide ou non de prendre la parole et de s'expliquer sur en tout cas de la responsabilité qu'il a de cette crise des régimes. Et à mon avis, c'est ça qui va déterminer en tout cas s'il va y avoir en tout cas des jeunes et les Français dans la rue
pour se mobiliser et justement pour montrer à nouveau leur colère. Alors Amina Kalash, vous êtes très investie dans la mobilisation pour la Palestine. Je rappelle que vous étiez dernièrement aux Nations Unies pour la reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que vous vous sentez persécuté aujourd'hui, vous et les Français? Est-ce que vous vous sentez persécuté lorsque vous vous mobilisez en soutien au peuple palestinien? Pour être très sincèrement, je veux dire, moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans au début du génocide où les manifestations étaient quand même, les mobilisations pacifiques étaient quand même interdites. Donc ça, c'était très choquant dans un pays qui se dit démocratique. Aujourd'hui, on a juste l'impression de ne pas être écouté par notre gouvernement. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des mobilisations, chaque semaine, il y a des actions, chaque semaine, il y a des conférences. Tous les jours, enfin, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore demain qui marquera quand même une date anniversaire des 2 ans du génocide en cours à Gaza. Et donc, on a juste l'impression, en fait, de parler à un mur. Et pour avoir été justement à l'ONU à New York, on a encore eu une démonstration d'un président qui est quand même déconnecté de la réalité, qui parle d'une reconnaissance d'un État palestinien sans évoquer un génocide qui est quand même assez gravissime. Oui. Surtout qu'ils se cachaient derrière un peu ces historiens qui doivent en parler. Aujourd'hui, on a quand même la Cour internationale de justice qui a parlé d'un risque de génocide, et on a eu aussi l'ONU qui a évoqué et qui a dit, qui a posé les termes et qui a parlé de génocide. Donc, ce qu'on attend aussi de la part du président Macron, c'est de mettre en place des sanctions contre un État génocidaire qui est Israël et de permettre justement à ce qu'on cesse ce génocide et que la France arrête d'envoyer en tout cas des armes encore ou des composants, on va dire, militaires à l'armée israélienne qui continue en fait de bombarder des populations civiles innocentes. Et pour rappeler juste que la France... Merci. 2 minutes. Oui, le temps de remercier Amina Kalash. Merci Amina Kalash d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Amina, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. La France ne reconnaît pas les génocides. Oui, parce que la France est un ancien empire colonial. La France n'a jamais reconnu ces crimes commis en Algérie. La France n'a jamais reconnu les massacres commis en Algérie, les génocides commis en Algérie, les explosions nucléaires, les massacres des tribus à Al-Harrach, Al-Rouat, les enfumades de Dahra, etc. Et donc c'est normal, tout à fait normal, parce que c'est une continuité, parce qu'on a tendance à l'oublier. Même si le président Macron, lorsqu'il était candidat, était venu en 2017 en Algérie nous dire que oui, la colonisation était un crime contre l'humanité. Plus tard, après, quand il est devenu président, il a complètement changé de discours, mais il n'a rien fait pour reconnaître ce crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, que la France ne reconnaisse pas les génocides, je pense que c'est dans la continuité d'une politique qui a toujours été une politique dépendant des thèses coloniales. Youssef Boussoumah, vous rejoignez les propos de Faisal Motaoui, c'est dans la continuité de ses agissements à la France? Indépendamment de tout ça, comme je fais de l'histoire, je parle d'histoire, j'ai particulièrement étudié la création d'Israël et la France. Oui. Et je suis entièrement d'accord avec ce que raconte notre ami, c'est la Sainte Alliance coloniale. Déjà en 47-48, ça a été une alliance coloniale entre la France et le mouvement sioniste. C'est ça qui a fait que la France a pesé de tout son poids pour la partition de la Palestine, une partition absolument injuste et refusée par la population. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette sainte alliance coloniale entre la France et le mouvement sioniste qui fait que la France est totalement indifférente au droit international. On a vu cette parenthèse gaulliste pendant quelques temps, mais M. Macron retrouve les fondamentaux de l'establishment politique français, oui, à savoir le colonialisme. C'est réellement parce que cet ADN colonial est encore inscrit dans cette prétendue République française, c'est cela qui fait le fondement même du soutien de la France à l'entité sioniste. C'est très très important et votre intervenant a tout à fait raison. Merci Youssef Boussoumah, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes militant et analyste politique. Merci encore. Quand vous parlez, Nouhed, tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse, la question posée à notre amie Amina. Oui, la jeunesse française qui a été en grande partie dépolitisée au niveau des universités, parce qu'il faut noter le rôle du système d'enseignement français, comment il dépolitise les jeunes français, comment ils voient la crise en Palestine, comment le système scolaire français n'a jamais enseigné aux jeunes enfants les crimes coloniaux et le passé colonial de la France. Et donc c'est une jeunesse, oui, mais je pense qu'il
Il y a un mouvement universel aujourd'hui qui fait que la jeunesse veut prendre ses revendications politiques et elle veut décider aussi, parce qu'à un moment donné, je serai rapide, Nouhat, le président Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il me dit que c'est un jeune président, etc., qui rend avec l'ancien héritage des présidents d'un certain âge. Là, la jeunesse française peut aussi jouer effectivement un rôle à travers le choix des urnes ou à travers le choix de la rue pour changer les choses en France. C'était la jeunesse française, américaine, britannique aussi, qui a soulevé aussi le drapeau palestinien au début justement de ce génocide que demain on va malheureusement souffler une deuxième bougie. Un triste anniversaire demain. Donc c'est aussi cette jeunesse française qui est attendue aujourd'hui pour exercer un changement. Très bien, merci. Merci messieurs d'avoir été là ce soir. Merci également à nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci également à notre producteur Sofiane Baroudi. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.